Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dida Brevet, la chaîne qui va vous faire aimer l'histoire géo. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 2 qui s'intitule Les régimes totalitaires entre les deux guerres. Voici les deux problématiques pour ce chapitre qui s'intitule La naissance des totalitarismes entre les deux guerres. D'une part, quelles sont les origines et les caractéristiques de deux régimes totalitaires, staliniens et nazis? Comment certains pays résistent à cette vague totalitaire comme la France? Quelle est l'expérience du Front populaire? Les origines et les caractéristiques des régimes totalitaires sont multiples. La Première Guerre mondiale a laissé l'Europe dévastée avec des économies affaiblies, des frontières redessinées et des bouleversements sociaux, chômage et précarité notamment. Elle a favorisé les idées radicales. En outre, la Grande Dépression des années 30 a exacerbé les difficultés économiques et sociales, entraînant pauvreté, faim et chômage. De plus, les systèmes politiques traditionnels sont incapables de répondre à ces crises. Les mouvements radicaux promettent un renouveau et un ordre fort et gagnent en popularité. La montée du communisme suscite une réaction nationaliste. En effet, les régimes totalitaires ont souvent utilisé le nationalisme et la peur du communisme comme levier pour consolider leur pouvoir. La SDN est un échec complet, de par le fait que les États-Unis sombrent dans l'isolationnisme. Le Congrès américain, en effet, refuse de valider les 14 points du président Wilson. Ainsi, les États-Unis ne s'impliquent pas dans la SDN et laissent les Européens leur triste sort. Toutes ces raisons expliquent la montée et l'enracinement des régimes totalitaires. Les pays démocratiques sont curieusement muets quand Hitler se remilitarise et conquiert l'Autriche, les Sudètes ou la Bohème-Moravie, ou quand Mussolini envahit l'Éthiopie ou la Somalie. La guerre semble, de sorte, inévitable. De nombreux Allemands reprochent à la République de Weimar, instaurée en 1918, de les avoir trahis en signant le traité de Versailles. La crise économique de 1929 renforce encore l'hostilité à l'égard de ce régime démocratique. Hitler profite de cet état d'esprit. Son parti, le NSDAP, accuse démocrates, juifs et communistes d'être responsables des maux de l'Allemagne. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, chef du gouvernement allemand. Dès mars, il obtient les pleins pouvoirs. Le NSDAP est le seul parti autorisé. Les élections sont supprimées et les opposants pourchassés par une police politique, la Gestapo. Le régime est totalitaire. Propagande et culte de la personnalité sont omniprésents. La société est encadrée par des organisations, par exemple les jeunesses hitlériennes, et l'économie est dirigée par l'État. Mais la spécificité du nazisme tient à son idéologie. Pour Hitler, les Aryens, race supérieure, doivent lutter contre les Juifs, définis comme une race inférieure et dangereuse. Il met alors en place une politique antisémite. En 1935, les lois de Nuremberg définissent les Juifs comme des étrangers et leur interdisent toute relation avec des non-Juifs. De nombreux emplois leur sont interdits. Des violences éclatent lors de la Nuit de Cristal, le 9 et 10 novembre 1938, synagogues, commerces et logements juifs sont détruits et 30 000 juifs sont envoyés en camp de concentration. Staline a consolidé son pouvoir personnel en éliminant ses opposants politiques, y compris des membres du Parti communiste, à travers des purges massives. Le pouvoir était centré autour d'une seule personne, avec Staline exerçant un contrôle total sur le Parti communiste, le gouvernement et les forces armées. L'un des aspects les plus notoires du stalinisme est l'utilisation de la terreur comme moyen de gouvernance. Le NKVD, prédécesseur du KGB, était l'instrument de la répression, menant des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires et des déportations massives dans les goulags, camps de travail forcés. Les Grandes Purges, 1936 à 1938, sont l'exemple le plus extrême de cette terreur, où des millions de personnes furent accusées de trahison et éliminées. Le régime stalinien a utilisé une propagande intensive pour glorifier Staline en tant que leader infaillible et protecteur du peuple soviétique. Le culte de la personnalité a atteint des sommets, avec Staline présenté comme le « père des peuples », omniprésent dans les médias, les arts et la culture. L'économie soviétique sous Staline était entièrement dirigée par l'État.
Les plans quinquennaux, introduits en 1928, avaient pour objectif de transformer l'Union soviétique en une puissance industrielle, avec une collectivisation forcée de l'agriculture et une priorité donnée à l'industrie lourde. Cette politique a conduit à des famines dévastatrices, notamment la Grande Famine, Holodomor, en Ukraine, qui a causé des millions de morts. Le marxisme-léninisme, interprété par Staline, était l'idéologie officielle de l'État. Cette doctrine justifiait la dictature du prolétariat et la lutte de classe, avec une vision où le Parti communiste était l'avant-garde dirigeant l'édification du socialisme. Enfin, sous Staline, toute forme d'opposition ou de déviation idéologique était sévèrement réprimée. Les organisations civiles, les syndicats, les médias et même les arts et la littérature étaient sous le strict contrôle de l'État. L'expérience du Front populaire en France, qui s'étend de 1936 à 1938, est un moment marquant de l'histoire politique et sociale du pays. Le Front populaire est une coalition de partis de gauche, la SFIO, le Parti communiste français et le Parti radical socialiste. Cette alliance s'est formée en réaction à la montée des ligues d'extrême droite en 1934 et la menace croissante du fascisme et du nazisme en Europe. En effet, dans les années 30, la France traverse une période de grande instabilité politique et économique. La crise économique mondiale commencée en 1929 a entraîné une hausse du chômage, une baisse des salaires et une dégradation générale des conditions de vie. Parallèlement, les ligues d'extrême droite, inspirées par les fascismes italiens et allemands, gagnent en influence, notamment lors de la manifestation de 1934 sur la place de la Concorde. Les réformes principales du Front populaire sont, d'une part, les accords de Matignon signés en juin 1936. Ces accords négociés entre le patronat et les syndicats, sous l'égide du gouvernement, aboutissent à des avancées significatives pour les travailleurs, comme des augmentations de salaire, la reconnaissance du droit syndical et des conventions collectives. D'autre part, une des réformes les plus emblématiques sont les congés payés, instaurant 2 semaines de congés payés pour tous les salariés. Cela permet à de nombreux Français de partir en vacances pour la première fois. Enfin, la semaine de travail est réduite à 40 heures, sans diminution de salaire, visant à réduire le chômage en partageant le travail.